Beurre FM, le forum débat. On n'est pas loin quand même de la diffamation et du mensonge qui peut être poursuivi en justice. Finalement, c'est aux travailleurs, c'est aux petits, c'est aux plus pauvres de payer la crise. Les Français apprécieront qu'on paye un type 15 000 € pour mettre en place une loi liberticide. On veut plus ça. Vous décrédibilisez totalement les médias. C'est très grave. Franchement, c'est très grave. La population, le peuple, lui, résiste. Trouve des moyens de dire tout ceci n'est pas acceptable. Nombre d'hommes et de femmes ne peuvent plus se soigner correctement. Moi, je dirais quand il y a un facho, ça va, mais quand il y en a trop, ça ne va plus. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Branine. Bonsoir, merci de nous suivre pour un nouveau forum débat. On parle ce soir de Hugo Chavez, décédé le 5 mars dernier. Admiré, apprécié, mal aimé ou détesté, le président vénézuélien ne laissait personne indifférent, sa politique et son action non plus. L'impact de ses 14 ans de règne a largement dépassé les frontières de son pays avec un bilan controversé. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'homme, à sa manière de diriger, mais aussi à sa doctrine politique, économique, qui continue aujourd'hui d'inspirer plusieurs leaders, y compris en France, où le parti de gauche lui a largement rendu hommage. La révolution de Chavez est-elle un modèle ou un mirage? C'est la question qu'on va se poser ce soir avec mes invités. Eros Sana, bonsoir Eros. Bonsoir Belkrim, bonsoir tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu, vous étiez en voyage notamment au Mali. Au Mali, oui. Vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure. Porte-parole de la ZEP, la zone d'écologie populaire, éditorialiste à bastamag.net. Avec nous également ce soir Guillaume Bolland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du parti de gauche. Majid Messaouden, Majid, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes élu conseiller municipal à Saint-Denis et président des observateurs en Palestine. Et enfin Marc Crapez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques et chroniqueur pour la revue Nouvelles de France. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation à débattre. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront nous joindre dès 19h pour réagir et poser leurs questions en direct en appelant le 01 53 48 3000. Hugo Chavez, on le rappelle, nous a quitté le 5 mars dernier. Je le disais à l'instant, il ne laisse personne indifférent. J'en veux pour preuve cette couverture médiatique exceptionnelle de la part des médias, y compris ceux de notre pays. Le tout avec une polémique et ces accusations de propagande anti-Chavez de la part d'une majorité de journalistes et d'éditorialistes. Pourquoi Chavez aurait-il un problème de côte d'amour, on va dire, de côte d'amour chez nous en France? C'est le parti de gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui l'a relevé. Guillaume Bolland. Oui, il suffit d'ouvrir un journal, un des grands titres de presse en France pour s'en apercevoir, mais on peut s'en apercevoir également sur les journaux espagnols, sur les journaux italiens. Donc c'est pas propre à la France. C'est pas propre à la France. On voit même qu'à parfois le ton est encore plus virulent que certains titres qu'on peut trouver dans des journaux comme le New York Times. On voit bien que systématiquement, dès qu'il est question des mouvements progressistes en Amérique latine et particulièrement du Hugo Chavez, on assiste à des portraits à charge qui participent largement à cette personnalisation du pouvoir qu'on lui reproche si souvent. Rossana, est-ce qu'il y a un problème avec Chavez? Alors je disais en France, mais apparemment c'est pas réservé à la France, en Italie, en Espagne, en Europe, aux États-Unis. Et Rossana? La question c'est est-ce que les médias des puissances européennes ont un problème avec les acquis de ce qu'on appelait la révolution bolivarienne sous Chavez? Pour aller vite, pour plutôt commencer le débat. Premièrement, quelque chose qui est assez étonnant. Le propre de la presse française et européenne, c'est de dire que Chavez, c'est de lier le nom de Chavez et celui de dictateur. De putsch. C'est revenu. En 89, il a tenté un coup d'État au moment où, il faut le rappeler... 92, excuse-moi, merci. 92, au moment où, il faut le rappeler, des milliers de Vénézuéliens étaient tués par une dictature réelle. Donc il y a un contexte spécifique. Un contexte spécifique. C'était pour empêcher un massacre. Il a été mis en prison... Il est venu au pouvoir par les urnes, en alliant avec lui toute l'opposition de gauche. Et ce qui est étrange, c'est que d'un côté, on veut ériger Lula comme étant un putschiste qui serait dans une volonté de dictature permanente, à cause de son passé, alors que je rappelle que Dilma Rousseff, qui est la présidente élue du Brésil, a elle aussi été une guerriera qui a pris les armes dans le maquis brésilien. Et que l'histoire d'Amérique latine de lutte contre l'oppression des pouvoirs locaux qui ont souvent été des satellites de la puissance américaine, c'est aussi fait par la rue, mais aussi par les armes. Donc c'est un parcours typique en Amérique du Sud. C'est un parcours qui est typique en Amérique du Sud et qu'on ne saurait reprocher à Chavez comme étant une sorte de péché originel dont il ne s'est jamais lavé,
Rappelons que quand il est arrivé au pouvoir, il a ensuite changé la constitution par les unes à travers une constituante et des référendums. Donc on ne peut pas faire un procès en dictature à Chavez alors qu'il a rétabli la démocratie au Venezuela. Majid Messa, vous êtes toujours sur le traitement médiatique de Chavez depuis, entre autres, sa mort. C'est vrai que les médias s'en sont donnés à cœur joie. On voit bien que Chavez dérange et que effectivement ce qui dérange beaucoup de monde, c'est que l'Amérique latine, une partie en tout cas de l'Amérique latine, que ce soit l'Argentine, l'Équateur, la Bolivie et le Venezuela, mais aussi le Brésil avec Lula, se sont émancipés de la tutelle nord-américaine et des grandes puissances financières. Et c'est bien ça qui gêne les grandes puissances et les médias qui appartiennent à ces grandes puissances. Donc c'est pas étonnant qu'y compris en France, Chavez se soit fait lyncher par la droite réactionnaire, mais aussi par la gauche, par une partie de la gauche qui déjà il y a qu'à voir qui Hollande a envoyé au Venezuela pour le représenter, et ça montre bien le peu de considération qu'Hollande a pour Chavez, qui, comme ça a été dit, a gagné 14 des 15 élections auxquelles il s'est présenté. C'est quelqu'un qui a réformé effectivement le système démocratique au Venezuela. Jimmy Carter a reconnu que sur les 92 élections qu'il avait suivies, c'était la plus démocratique. Mais malgré ça, malgré les faits, les gens continuent d'affubler effectivement Chavez de surnoms comme dictateur, putschiste, alors que comme l'a rappelé Eros il y a 30 secondes, il a effectivement purgé une peine de prison suite à cette tentative de putsch dans le contexte qui a été rappelé, mais il a surtout gagné sa légitimité démocratique dans les urnes, et ses 14 ans au pouvoir ont laissé un bilan qui ferait rougir n'importe quelle démocratie européenne ou mondiale. On va y revenir, je pense, dans le débat. Mais et ce qui est marrant, c'est que ça a quand même été largement occulté, et on a plutôt parlé de ses amitiés du fait que Ahmadinejad était présent aux obsèques plutôt que du bilan économique et social de Chavez, ce qui est regrettable, mais ce qui n'est pas étonnant de la part des médias français et internationaux. Marc Rapez, on va terminer ce premier tour de table avec vous, avec allez, appelons-le comme ça, ce Chavez bashing, ce traitement médiatique de Chavez. Marc ? Oui, si vous permettez, je vais donner un son de clash un petit peu différent. Je crois que c'est un putschiste, c'est incontestable, et d'autre part, il est accoquiné avec des dictateurs. Personne n'a dit qu'il était lui-même dictateur, mais il est accoquiné avec des dictateurs. Quand on parlé d'un Chavez bashing, quand on entend les propos du ministre français qui a été dépêché sur place, il dit que Chavez respecte les droits de l'homme, je le cite, et il ajoute même, l'Express s'arrache les cheveux devant ce genre de propos qui rappellent les pires heures du soutien à Castro. Il dit, le ministre, je pèse mes mots, de sanctification. Donc on est vraiment dans un délire pro-Chavez incroyable. Je voudrais rappeler que Chavez a promulgué une loi créant une milice comme garde rapprochée, que cette milice, elle peut servir également à intimider physiquement les opposants. C'est-à-dire dans une université, on déclare Tartampion n'a pas le droit de faire une conférence et il fait pas de conférence. Il y a une autre loi qui réprime les propos offensants, je cite offensants, donc offensants bien sûr à l'endroit des dignitaires. Ce qui peut conduire à fermer des chaînes de télévision, des stations de radio ou des sites internet. C'est juridiquement une loi un peu similaire à celle qui a permis au Premier ministre turc Erdogan de faire condamner à une lourde amende un caricaturiste qu'il avait dessiné en chat hypocrite. Donc il en faut pas beaucoup pour être jugé offensant vis-à-vis du pouvoir et des dignitaires. Enfin, je crois qu'il faut le souligner, des gens comme Bachar el-Assad ou Ahmadinejad, on ne parle pas du nucléaire sur Ahmadinejad, mais on parle du fait qu'en 2009-2010, il a réprimé plusieurs tentatives de soulèvement de son peuple. C'est pas des gens qui sont très recommandables, et Chavez les soutient, les a soutenus et a continué de les soutenir jusqu'au bout. Alors, réaction plutôt de Erosana. Alors, l'élément le plus facilement reporté par la presse française est l'élément de l'accoquinement de Chavez à des dictateurs. Rappelons qu'en France, il y a quelques années encore, il y a 2 ans et demi, si je ne me trompe pas, le président Bachar el-Assad était invité d'honneur du président démocratiquement élu Nicolas Sarkozy lors de notre 14 juillet national. Que lorsque c'était pour vendre des armes, pour gagner des contrats, nous, Français, n'avions aucun problème à aller négocier avec Bachar el-Assad, qui, déjà à l'époque, opprimait son peuple. C'est juste que ça se faisait moins savoir et moins voir. Ça n'a pas empêché Kadhafi de planter une tente en plein Paris et reçu par exactement tous les dignitaires français. Ça n'empêche pas aussi, par exemple, concrètement de Ahmadinejad, ça n'empêche pas non plus, et je dis bien toutes les chancelleries européennes, de négocier avec l'Iran tous les jours sur des questions qui vont de l'Afghanistan à la sécurité de l'Irak aujourd'hui. Ça n'empêche pas toutes les chancelleries d'Amérique latine, celle du Brésil,
celle de l'Uruguay, celle d'Argentine, de négocier tous les jours avec Ahmadinejad, parce que dans la géostratégie actuelle de toute l'Amérique latine, qui est démocratiquement élue, je rappelle, l'Iran est un partenaire à part entière. Donc de deux choses l'une. Soit on considère que quand c'est Chavez qui le faisait, ça faisait de lui une sorte d'ami des démons, soit on considère que tout le monde le fait, et dans ce cas, on replace les choses dans le contexte. Je ne soutiens pas ça. Je ne soutiens encore moins Chavez. Je le constate. Il est trop facile d'un côté de le diaboliser et de l'autre d'oublier ce que font tous les autres. Majid ? Oui, enfin, dans le sens de ce qu'il disait Héros, c'est vrai qu'on a quand même, nous, tendance en France à accueillir tous les dictateurs du monde, les Bongo et compagnie. On a accueilli encore récemment l'émir du Qatar, qui n'est, je crois pas, un très grand démocrate. Dans son pays, les libertés individuelles sont largement limitées. C'est une autocratie connue. Donc c'est vrai que c'est facile de tomber sur Chavez sur cet aspect-là. C'est un écran de fumée qui permet d'occulter tout ce qui a été fait dans son pays. Pourquoi ne parle-t-on pas du bilan économique et social, du fait que l'UNESCO a décrété la fin de l'illettrisme au Venezuela grâce au bilan de Chavez, qu'on dit pas que le salaire minimum a augmenté de 2000%, qu'on dit pas que les centres médicaux ont augmenté de à peu près 700%. Ben voilà, il y a un bilan factuel, on va en parler de ce bilan, qui n'est pas le bilan d'ailleurs dont se targue Chavez, mais qui est reconnu par les institutions internationales. Donc c'est vrai que le jeu avec les dictateurs, bon, c'est quelque chose d'assez facile et redondant, mais c'est vrai aussi que les médias internationaux et les grandes puissances ont poussé Chavez aussi quelque part à avoir ce rôle de provocateur et de faire en sorte de montrer à la face du monde qu'il n'avait peur de personne et qu'il n'était pas le toutou de Washington ou le toutou de Bruxelles. Et c'est ça qui dérange, à mon avis. Pour en revenir à la démocratie au Venezuela, je ne crois pas, enfin, je suis même sûr que lorsque les élections ont lieu dernièrement où Enrique Capriles se présentait, j'ai pas l'impression que l'opposition n'a pas eu accès aux médias. Je rappelle que la coalition qui a tenté un coup d'État contre Chavez était menée par la droite réactionnaire, qui est notamment composée de certains médias et de patrons. Ça, par contre, ça gêne personne. Quand le coup d'État est fomenté par les réactionnaires, c'est légitime parce qu'il faut déloger le dictateur Chavez. Je pense qu'il faut être sérieux 2 minutes. Chavez a fait plus pour le Venezuela en 14 ans que n'importe quel président pour ce pays. Le rapport aux médias aussi controversé, on va y venir dans un instant, et également le bilan économique et politique. Guillaume Bolland, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je vais simplement dire que ce que vient de nous dire Marc Trapez est loin d'être étonnant, parce que c'est ce qu'on entend depuis 10 jours ad nauseam dans la plupart des médias. Hein. Quand Marc Trapez dit que Chavez est à coquiner avec des dictateurs, bon, le 2 poids 2 mesures écrit par les participants ici aujourd'hui est très vrai, et c'est quand même dingue qu'on réduise la politique internationale de Chavez à des choses qui ne sont rien d'autre que des stratégies d'alliance. Et c'est insultant pour les Vénézuéliens en plus. C'est très insultant pour les Vénézuéliens. Nous, au Parti de gauche, nous n'avons jamais... Nous, au Parti de gauche, nous n'avons jamais cautionné ces prises d'opposition, évidemment, mais nous pensons que c'est très réducteur de résumer la politique internationale de Chavez à ces stratégies d'alliance, qui sont ce qu'on appelle par ailleurs des alliés de revers. Hein. C'est les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est ce que vient de dire Majid Messaouden. Voilà, c'est exactement ça. Bon, l'internationalisme de Chavez, c'est aussi et surtout le rôle crucial qu'il a pu jouer dans tous les outils d'intégration régionale qu'il a mis en place à travers l'ALBA, à travers l'UNASUL, à travers la CELAC en 2011. C'est ça. C'est le rôle qu'il a pu jouer également dans le processus de paix dans le conflit colombien. Voilà. Si on ne parle pas de ça, on ne parle pas de la politique internationaliste de Chavez. Moi, j'étais en Colombie en 2009, je rencontre la sénatrice Piedad Córdoba, qui jusque-là avait été écartée des négociations de paix avec les ELN et les FARC d'un côté, qui permet à ce que les questions de la paix, d'un cessez-le-feu, d'un désarmement soient remis sur la table. C'est Chavez. Qui aujourd'hui, pourquoi est-ce que le président colombien, qui pourtant est un allié des États-Unis, s'est rendu à l'enterrement de Chavez et a reconnu son rôle de pacification dans toute la zone? C'est parce que justement, on ne peut pas résumer, caricaturer la position que je condamne. Je condamne les liens de Chavez, par exemple, avec un autre dictateur, le président du Bélarus. Personne n'en parle parce que son gaz
sert directement à fournir l'Europe. Il est à l'enterrement d'ailleurs. Là par contre, personne ne parle de ce dictateur parce que nous aussi, Français et Européens, on s'acoquine avec lui. Là, tout d'un coup, personne n'en parle. Et pourtant, il emprisonne les personnes. Et sur la loi offensante, je tiens à rappeler une chose. L'opposition de droite, voire d'extrême droite, a pendant des années caricaturé Chavez sur ses origines indiennes et noires. Des campagnes ont été menées où ses partisans et lui-même étaient caricaturés en singes. La violence des propos qui ont été tenus campagne après campagne pour déstabiliser Chavez étaient des campagnes qui ont été aussi racistes, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que dans l'influence que Chavez a eue sur son peuple et sur le reste de l'Amérique du Sud, c'est qu'il était l'un des premiers présidents indigènes, avec des origines noires également. C'est ce qu'on appelle un métis, on appelle un zambo. C'est un métis. Et dans l'imaginaire de l'Amérique latine et celui du Venezuela, ça a eu des conséquences incroyables. Et les résistances d'une classe politique, dirigeante, financière, en partie très blanche du Venezuela, a été d'une brutalité incroyable. Donc on ne peut pas simplement faire croire que cette loi a été adoptée pour museler la presse. Je tiens à rappeler qu'il y a plus de chaînes et de radios de l'opposition privée au Venezuela que de chaînes et de radios proches de Chavez. Très exactement, il y a 10% de radios publiques. D'accord. Sur les 107 chaînes de télévision, il y a 13 chaînes de télévision publiques, 61 chaînes de télévision privées et qui font 61% d'audimat. Alors, juste avant la pause, on pourra revenir bien entendu sur le personnage de Chavez et le symbole qu'il représentait avec nos auditeurs, mais il nous reste quelques minutes pour évoquer avant la pause sa doctrine politique et son bilan économique, doctrine qui était basée entre autres sur la redistribution de la manne pétrolière avec toute une série de programmes sociaux, lutte contre l'illettrisme, vous en avez parlé pour certains d'entre vous à l'instant, la pauvreté, développer la santé pour tous, etc. Pour certains, c'est une très bonne chose, et pour d'autres, c'est un genre de populisme qui consiste à créer une dépendance vis-à-vis de l'État et sans véritable programme économique pour l'avenir. Comment vous voyez ça, Erosana? Écoutez, Chavez, est-ce que Hollande n'est peut-être plus un socialiste qui considère que lorsqu'on a une richesse, on la redistribue, que lorsque des riches ont plus, on les ponctionne au niveau des impôts, à hauteur de ce qu'ils gagnent. Magid l'a évoqué. Il a mis en place près de 8 missions qui avaient pour but de redistribuer directement les fruits de la rente pétrolière. Une mission Bibienda pour permettre en sorte que les gens dans les barrios, c'est-à-dire les quartiers populaires qui n'avaient pas accès à la terre, puissent non seulement avoir un logement, mais pour les gens qui étaient des paysans sans terre, d'avoir accès à la terre. Il y a eu une mission qui a permis, la mission Robinson, qui a permis de réalphabétiser un pays qui aujourd'hui, et comme l'a dit Magid, est totalement alphabétisé. Je rappelle que dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, ce n'est pas encore le cas. Et enfin, cette redistribution ne s'est pas faite seulement pour les Vénézuéliens. Il a mis en place un système qui a permis à ce qu'il vende son pétrole à d'autres pays d'Amérique latine à un prix préférentiel, avec un taux d'1%, avec des remboursements qui peuvent aller jusqu'à 25 ans. Et ce n'est pas que ses proches voisins, Haïti, qui aujourd'hui est, elle, mise sous perfusion de l'aide humanitaire internationale, a bénéficié directement de l'aide de Chavez. Et un mec comme Martelly, qui est un ultra-libéral, qui est un garçon qui sort du Star System, s'est vite rendu compte que dans l'équilibre économique et géopolitique d'Amérique latine, Chavez apportait énormément directement dans la poche des peuples. Donc non, ce n'est pas du populisme, c'est de la redistribution. Alors juste avant la pause, je vais poser la même question à Marc Crapez concernant cette politique basée. Erosana l'a rappelé à l'instant, c'est du socialisme, la redistribution des richesses, notamment de la manne pétrolière. Marc Crapez. Vous m'avez pas donné mon tour de parole tout à l'heure, donc je réponds à l'interpellation précédente. En ce qui concerne l'opposition à Chavez, j'ai moi-même écrit textuellement qu'il représentait une forme d'indigénisme contre l'arrogance des Européens, et que la seule chose qu'on puisse pas lui reprocher, c'est qu'effectivement en face, il y a eu et il y a encore une certaine classe de possédants qui méprise le peuple. Donc c'est ce que j'ai écrit et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais ça n'explique pas tout. Donc vous posiez la question sur le populisme. Effectivement, c'est du populisme, et c'est pas du populisme au sens abusif où on emploie les 3 quarts du temps pour désigner tout et n'importe quoi. C'est du populisme avec les 3 caractéristiques du populisme. Omniprésence du leader charismatique, immédiateté prétendue des solutions et scélératesse postulée des opposants. Je voudrais rappeler quand même un deuxième élément.
on a droit, avec l'enterrement de Chavez et avec son régime, au décorum des régimes communistes, opacité sur la date de décès à la Tito, embaumement du corps à la Staline, sanglots officiels comme en Corée du Nord et culte de la personnalité tous azimuts. Alors, je crois qu'il y a une grosse méprise. J'ai entendu parler tout à l'heure de progressisme, des acquis de Chavez, etc. Il y a une grosse méprise. C'est que les bobos français voient Chavez comme une sorte d'original qui joue de la guitare en faisant du commerce équitable. Mais les bobos du Venezuela, eux, il y a longtemps qu'ils soutiennent plus Chavez. Ils soutiennent absolument pas Chavez. Quant au bilan économique, je suis prêt à en parler longuement. Simplement, on donne des chiffres sur l'alphabétisation ou la pauvreté, etc. Il faut comparer ces chiffres avec l'évolution similaire dans le même temps au Chili, en Uruguay ou en Colombie, qui sont des pays similaires. Magid, avant la pause, il nous reste une petite minute. Oui, alors c'est le bilan économique et social de Chavez. Enfin, il y a quand même des chiffres, donc on peut en donner 2-3 quand même pour illustrer le bilan de Chavez. Notamment, avant 99, il y avait 387 000 personnes âgées qui recevaient une pension de retraite. Elles sont aujourd'hui 2 millions. Le nombre d'enfants scolarisés est passé de 6 millions en 98 à 13 millions en 2011. Le taux de scolarité dans l'enseignement primaire est désormais de 93%. Voilà, il y a un catalogue comme ça. C'est pas des chiffres du ministère de l'État du Venezuela, c'est des chiffres internationaux qui confirment que Chavez pendant 14 ans a effectivement utilisé la manne, notamment du pétrole, pour la redistribuer. Et c'est bien ça en fait le problème, c'est que quand ils sont arrivés au pouvoir avec Kirchner et les autres, ils ont décidé de nationaliser ces richesses nationales pour les redistribuer. Et ce qui attend le Venezuela, si demain c'est Capriles à la tête d'une coalition qui, je le rappelle, va de la droite réactionnaire aux sociaux-démocrates. D'ailleurs, ce sera intéressant de regarder à qui Hollande apporte son soutien lors de ce scrutin. Et ben, Capriles, son projet, c'est quoi? C'est de privatiser ces hydrocarbures pour pouvoir les repartager tout le contraire de avec ses amis. Mais bien sûr. Et donc, du coup, je suis moins inquiet pour les programmes qui sont actuellement en cours et mis en place pour la population les plus précaires, qui ne voteront pas pour Capriles, qui seront une nouvelle fois marginalisés et méprisés par la caste dirigeante qui arriverait au pouvoir. Sur la date de décès, Pompidou, lorsque Pompidou est mort en 74, entre la date réelle de sa mort et sa mort annoncée, il y a eu entre 2 et 3 jours. Donc, sur l'histoire de mort et de cachotterie. En plus, alors, on fait une pause. Excusez-moi, messieurs, on attend vos appels 01 53 48 3000. À tout de suite. Le forum débat de Beurre FM. L'information autrement. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Ramine. Il est 19h, c'est la deuxième partie de cette émission. On parle toujours de Hugo Chavez. Sa révolution est-elle un modèle ou un mirage? On attend vos appels 01 53 48 3000. Avec nous ce soir, je vous rappelle nos 4 invités. Erosana, porte-parole de la ZEP, la zone d'écologie populaire, éditorialiste à bastamag.net. Guillaume Bolland, il est membre du parti de gauche. Majid Messaouden, il est élu à Saint-Denis. Il est également président des observateurs en Palestine. Et Marc Crapez, il est chercheur en sciences politique et chroniqueur pour la revue Nouvelle de France. Alors, on a des auditeurs, on va les écouter ensuite. De nouveau, la parole à mes invités. Abdellah nous appelle d'Ivry-sur-Seine, je crois. Abdellah, bonsoir. Oui, bonsoir Abdelkrim, bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux intervenants. Voilà, moi, Chavez, c'est quelqu'un que je suis depuis un bon bout de temps. Et voilà, pour moi, le souci avec Chavez, le seul problème là où il dérange, là où il gratte, c'est tout simplement parce qu'il a nationaliser son pétrole et surtout aussi parce qu'il a mis à l'index la politique d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, et c'est aussi le premier combattant, le premier qui combat l'empire, on va dire, l'ultralibéralisme. Et voilà, et c'est là où ça cloche, c'est là où la pensée unique elle se met en branle, en France ou ailleurs, et on va lui chercher des poux, on va le faire passer pour un dictateur, etc. Maintenant, voilà, lui, il arrive après que ce soit une oligarchie au Venezuela qui s'est accaparé toutes les richesses, qui vivaient dans le luxe, le stup, alors que le peuple crevait de faim. Chavez arrive, c'est un vrai libérateur, c'est un bolivarien. Maintenant, je reviens très rapidement sur la position ambiguë du front de gauche de Mélenchon par rapport à Chavez, justement. Parce que il soutient Bachar el-Assad, il a soutenu Kadhafi, il soutenait, que Dieu ait son âme, il soutenait aussi le président iranien. C'est pas comme je l'ai entendu de la part du
je sais plus de qui, que c'était les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Non, pas du tout. Il avait un vrai discours autour de son soutien pour Bachar al-Assad, parce que bon, déjà il y a l'international socialisme, mais il y a aussi son premier combat, c'est contre l'impérialisme américain et aussi les politiques, que ce soit la politique de Bachar al-Assad ou de Kadhafi à l'encontre de leur peuple. Voilà. Donc à partir de là, on peut dire tout ce qu'on veut. Voilà. Merci Abdallah en tout cas pour cet appel. Alors Guillaume Bolland, sur les deux aspects évoqués par Abdallah, notamment il parlait de l'ambiguïté du parti de gauche. D'après lui, c'était des relations, des soutiens par défaut avec Kadhafi, Assad, Ahmadinejad, etc. On est dans le grand n'importe quoi. Mais enfin, après tout, c'est très compréhensible. Après le matraquage médiatique que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est tout naturel que les gens résument la politique internationaliste de Chavez à ces stratégies d'alliance. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure à propos de l'intégration régionale, à laquelle a participé Chavez, etc. C'est quand même assez déconcertant de voir l'emprise qu'a la pensée unique, puisque l'auditeur a parlé de pensée unique. La pensée unique, elle consiste ici en France, et relayée par les grands titres nationaux, à instiller dans les esprits qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative au libéralisme, pardon. C'est le TINA de Thatcher. Bon. Donc en Europe, on a cette stratégie-là qui consiste à dire de fatalisme. Ça ne sert à rien de lutter contre les marchés, contre les dictats des marchés. Voyez comme le virage progressiste que certains nous vantent a échoué. Bon, les faits et les chiffres sont têtus. Le bilan économique de Chavez est très bon. Le bilan social est excellent, salué par la Commission économique pour l'Amérique latine, salué par les plus grands organismes des Nations Unies. Je crois que là-dessus, il faut vraiment faire un travail d'éducation citoyenne et populaire. C'est à ça que le parti de gauche s'est attaché pendant la campagne, lorsqu'il a soutenu la révolution bolivarienne à travers Hugo Chavez avant les élections d'octobre dernier. C'est à ça qu'on s'est attaché quand on a rédigé un kit militant sur le Venezuela pour contrer précisément toute la désinformation à l'œuvre en cours en Europe et ailleurs. Majid Messaouden. Oui, alors déjà, juste pour un petit rectificatif, le Front de gauche n'est pas le parti de gauche. Le parti de gauche fait partie du Front de gauche et le Front de gauche c'est plus large que ça. Sur le soutien supposé de Chavez au dictateur, c'est aussi une façon de dénoncer son soutien aux Palestiniens, qui lui a valu aussi l'inimitié de la part des États-Unis et de l'Europe. Il faut savoir qu'à 2 reprises, il a manifesté son contentement. La première fois en retirant son représentant à Tel Aviv, ce qui a provoqué le départ du représentant israélien à Caracas, et il a expulsé en 2009, au moment des bombardements de Gaza, l'ambassadeur israélien. Donc voilà, il y a tout un contexte. Voilà, il est à contre-courant de la pensée unique, que ce soit en matière de relations internationales ou en matière économique et sociale. Et beaucoup de journalistes des fois se posent la question et disent mais le socialisme ça ne marche pas. Ben si, en Amérique latine ça marche. Et Hollande ferait bien de s'inspirer un peu des recettes qui marchent ailleurs, ne serait-ce que pour l'augmentation du salaire minimum. Avec ces 1%, c'est vrai qu'il fait pas le poids. Marc Rappet, sur les 2 points évoqués par notre auditeur, Marc. Oui, alors Abdelkrim, je crois, parlait de vrais bolivariens. Je crois que c'est justement là le problème. C'est que Chavez, c'est pas Bolivar, c'est Evita Perón. C'est-à-dire que Chavez, c'est une absence totale de modèle économique. Chez Tito, par exemple, il y avait l'autogestion. Dans l'Algérie des années 70, il y avait la théorie de l'industrie industrialisante, où c'était censé, par cercle vertueux, industrialiser, etc. Il y avait des modèles économiques, il y avait des constructions intellectuelles. Là, il n'y a rien. C'est le vide sidéral. Il ne lègue rien de durable. C'est une économie de la rente qui dilapide les ressources naturelles. La Norvège, par exemple, qui a profité du boom du pétrole, a constitué un fonds souverain pour les
si la situation tourne moins bien par la suite, pour avoir en quelque sorte une réserve de côté. Il aurait pu, Chavez, faire une caisse de secours, de prévoyance, quelque chose de... Non, il n'a rien fait que distribuer de l'argent, des subsides à des gens qui sont ses affidés, distribuer des subsides à des gens pour qu'ils votent pour lui, pour qu'ils soutiennent son action, pour qu'ils l'applaudissent, pour qu'ils l'acclament. Et ce qui cloche, c'est effectivement, je crois, cette économie de la rente dont on pourra reparler. Rossana, ça c'est un reproche récurrent, notamment au niveau des économistes, de dire que Chavez, d'accord, il a redistribué les richesses, mais il n'y avait pas de programme économique, même pas à court terme. Ça veut dire quoi un programme économique à court terme? Si c'est pas mettre dans l'assiette des gens de quoi manger, ça veut dire quoi un programme économique à court terme si ce n'est pas permettre à ce que les gens aient accès à des soins de santé de manière gratuite, de manière fonctionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est lorsque vous avez des gens qui tout d'un coup peuvent savoir lire et écrire, aller à la fac et avoir des diplômes? Qu'est-ce que c'est que... Donc ça c'était un préalable obligatoire. Qu'est-ce que c'est qu'une économie? Qu'est-ce que c'est qu'une économie où vous aurez les gens dont la qualification serait inférieure à celle qu'ont des pays qui aujourd'hui se disent développés? En quoi investir dans son peuple, ce n'est pas une vision économique à long terme? Je pose la question fondamentale. En quoi le fait de dire que si l'économie vénézuélienne est prise de manière isolée, elle ne peut pas s'en sortir, et qu'on a une vision d'implication, d'imprécation entre chaque économie régionale latino-américaine, en quoi ça c'est une absence de vision économique? Je pose la question également, en quoi c'est une absence de vision économique que de redistribuer la terre pour qu'il y ait une agriculture qui soit paysanne et vivrière? Non, c'est pas vrai. À la différence de beaucoup d'hommes politiques européens, à la différence de beaucoup d'hommes politiques occidentaux, on peut dire ce qu'on veut de Chavez, mais on ne peut pas dire qu'il y avait une absence de projet économique. Son premier projet, c'était justement de faire ce que tous les autres dictateurs n'ont pas fait avant lui, c'est enfin de développer, enfin d'investir dans le peuple. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui on reproche à quelqu'un de faire en sorte que lorsque vous allez à la fac, vous n'ayez pas à payer de frais de scolarité. Lorsque vous avez mal aux dents, vous avez un cancer, que vous ayez du jour au lendemain, lorsqu'il n'y a pas assez de formation de médecins, 5000 médecins cubains qui viennent pour vous soigner. Ça peut faire horriblement mal à beaucoup de personnes. Mais dans la réalité, je discutais juste avant de venir avec un jeune vénézuélien qui vit en France. Il vient d'un quartier qui est à côté de la présidence de Chavez. Il vient des quartiers populaires. Il me dit, alors que lui est ici, ma famille vit en partie grâce à ce que Chavez a fait aujourd'hui. Non pas qu'elle survit, mais elle vit. Voilà la réalité des choses. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour applaudir, ce ne sont pas des gens qui viennent pour admirer ou adorer, ce sont des gens qui viennent parce qu'ils ont vécu et ils ont repris de la dignité. Et ça, la dignité, en plus, ça n'a pas de prix. 19h10, on écoute de nouveau les auditeurs. Samir nous appelle de Saint-Etienne. Samir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux invités. Moi, franchement, je vous remercie par votre émission par rapport à Chavez. Moi, ce monsieur-là, je l'adore. C'est un grand monsieur. C'est un monsieur qui pèse franchement. Et il a tout fait pour lui, chez lui. Moi, je regardais une émission sur Canal+ hier. Les gens, ils se soignaient gratuitement, ils mangeaient pas cher, l'éducation, elle est gratuite. Et ce mec-là, tant qu'il soutient, il soutient toujours les plus défavorisés comme la Palestine. Et toujours, c'est un monsieur. Si nous, les Arabes, on avait 2 ou 3 Chavez, voilà, ce sera la cata. Mais franchement, c'est un grand monsieur, je tire chapeau. Et franchement, il n'y a rien à dire sur lui. Chavez, c'est Chavez. Moi, de mon côté, il n'y a aucun reproche. Il est toujours du côté du pauvre. Il ne met pas de cravate, des costards toute l'année. Mais c'est un grand monsieur pour moi. Merci beaucoup, vous avez. Eh ben, c'est dit. Merci, Samir. Merci, on vous dit à très bientôt. Alors, Guillaume Bolland, je crois, voulait reprendre la parole juste avant, par rapport à ce qu'on évoquait. Oui, non, mais je voulais simplement faire remarquer que là, on n'était pas tant dans la critique de la politique économique ou dans le reproche au gouvernement vénézuélien de voir trop à court terme, etc. On est tout simplement dans la critique bien connue du socialisme du XXIe siècle, tel que défini en Amérique latine par Hugo Chavez, par Evo Morales et par Rafael Correa d'une certaine façon, avec sa révolution citoyenne. Là, c'est une critique sans argument qui amène à des raccourcis fumeux, à des parallèles très franchement au ras des pâquerettes et qui très franchement ont tendance à me faire blanchir le teint. Alors, réponse de Marc dans un instant, juste avant, Majid. Non, enfin, moi depuis tout à l'heure, on parle du bilan, mais il y a quand même deux, trois chiffres que je vais quand même donner, parce que les auditeurs, c'est vrai que
sur le plateau, on n'a pas forcément tous le même avis, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Réduction de la dette publique de 45% du PIB en 1998 à 20% en 2011. Le Venezuela s'est retiré du FMI et de la Banque mondiale justement en remboursant par anticipation toutes ses dettes. D'autres chiffres qui illustrent le bilan de Chavez. Depuis 1999, on parlait des terres aborigènes, on parlait tout à l'heure de l'origine indienne de Chavez. Il a remis depuis 1999 1 million d'hectares au peuple aborigène du pays, ce qui permet justement d'avoir des cultures vivrières et une autosuffisance pour moins dépendre de l'extérieur. Ce que disait Rose tout à l'heure avec l'ALBA, ce qui permet d'avoir une coopération intelligente entre pays d'Amérique du Sud pour contrer justement les alliances ultralibérales de commerce sans limite. Le taux de malnutrition est passé de 21% en 98, donc avant l'accession de Chavez au pouvoir en 99, à 3% en 2012. Le taux de chômage est passé de 15% en 98 à 6% en 2012. Voilà, 4 millions d'emplois créés. Voilà, le bilan parle de lui-même. Donc, comme disait Héros tout à l'heure, comment peut-on avoir l'indécence d'insulter ce qu'a fait Chavez en investissant, comme l'a dit très justement Héros Sana, dans son peuple, avant d'avoir un programme économique digne d'une démocratie et d'un pays debout. Il fallait rétablir une situation chaotique. Ouais. Le bilan catastrophique des oligarchies qui sont succédées au Venezuela. Il a fallu rattraper les erreurs commises au nom de la démocratie, de l'atlantisme, des gouvernements qui étaient alignés sur les positions de Washington. Donc ça a pris du temps, beaucoup d'argent, mais le peuple vénézuélien a réalisé ce dont beaucoup de pays rêveraient. Donc je pense qu'il faut un minimum respecter aussi ce peuple-là qui n'a pas et Chavez n'a pas volé ses élections. Ce peuple-là a voté librement. Il a réélu Chavez plusieurs fois et j'espère bien qu'il ne fera pas l'erreur d'élire une autre personne que quelqu'un du PSUV aux prochaines élections. Marc, rappelle sur les chiffres et les indices économiques donnés par Majid Messaouden, Marc. Je suis désolé, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais il faut rappeler quand même que dire que les facs sont gratuites, comme on l'a entendu tout à l'heure, ou dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'était l'argument qu'il y avait du temps de l'Union soviétique. On a dit que les chiffres étaient impressionnants. Je suis désolé, c'était exactement les mêmes arguments. Alors, les chiffres. Vous les contestez? Alors, les chiffres, allez-y, Marc. Officiels. J'enchaîne. Donc, les chiffres, encore une fois, il faut les comparer avec des pays d'Amérique latine comparables. Donc, si on les compare avec la Colombie, si on les compare avec l'Uruguay, si on les compare avec le Chili, comme il y a un enrichissement global de l'Amérique latine depuis une quinzaine d'années que Chavez est parallèlement au pouvoir, évidemment, on obtient des chiffres qui sont beaucoup moins impressionnants, parce qu'il y a des chiffres qui sont également impressionnants en Colombie, il y a des chiffres qui sont également impressionnants au Pérou, qui était un pays mal engagé, semble-t-il. Premièrement. Deuxièmement, il dilapide ses ressources naturelles parce qu'il a désorganisé totalement l'économie. C'est-à-dire c'est un pays, c'est le royaume du but, il y a des pénuries d'électricité, il y a des pénuries de goudron pour faire les routes, alors qu'il produit du pétrole, c'est le deuxième producteur de pétrole après l'Arabie Saoudite, il y a des pénuries de goudron pour faire les routes, il y a des plateformes pétrolières qui ont sauté, pourquoi? Parce qu'il a nommé des gens, non pas en fonction de leurs compétences, mais en fonction de leur idéologie, il a quintuplé les effectifs de leur... En France aussi. Ah, ça arrive aussi, c'est vrai. Il a quintuplé les effectifs de la compagnie unique de pétrole qui est passé à 120 000 personnes. Il a créé de l'emploi, c'est magnifique. Seulement les gens, ils sont 5 fois plus nombreux et ils sont incompétents parce qu'ils sont choisis en fonction de leur idéologie. Il a multiplié par 3 le nombre de fonctionnaires. C'est pas un argument réactionnaire. Non, c'est un argument objectif puisqu'il y a une plateforme pétrolière qui a sauté, il y a des avions qui se crachaient. Bref, il a complètement désorganisé l'économie. Il fait des rodomontades sur le fait d'exproprier les gens. Il prend des décisions erratiques. Il n'y a aucune ligne économique. Alors je vous l'accorde, la seule chose, c'est une sorte d'idéologie pan-Amérique latinesque. C'est des faits. C'est la seule chose qu'on peut dire en sa faveur. Les chiffres sont... En revanche, pour ce qui est de l'économie, c'est le royaume du clientélisme, de la corruption. Il y a des dévaluations, il y a une baisse de la production industrielle, et le résultat de tout ça, c'est que les Vénézuéliens ne produisent plus de richesse, plus personne ne travaille. D'accord, c'est pour ça qu'il y a un taux de croissance de 5% tous les ans depuis 12 ans. Bientôt 19h17, on va faire une pause et dans un instant on écoutera de nouveau les auditeurs, Hachmi et Mézienne, et je crois qu'Héros voulait revenir également sur le bilan économique et ces chiffres qu'on a donnés. À tout de suite. Le forum débat de Beurre FM, l'information autrement. Le forum débat de Beurre FM, Abdelkrim Brahmin.
Troisième partie de cette émission, on parle toujours de Hugo Chavez et de son bilan. Et dans un instant, on parlera de l'avenir du Venezuela. Avant de revenir aux auditeurs, Eros Sana voulait revenir sur les chiffres donnés, je crois, tout à l'heure par Majen Missaouden concernant le bilan économique de Chavez. Eros. Non, mais je voudrais réagir au propos de Marc Rapez, excusez-moi, désolé. Rapez, qui conteste l'intérêt économique et qui parle très régulièrement de dilapidation de la rente. Moi, je suis écologiste et je pense que dès lors qu'on a une économie totalement carbonée, on a un problème. Mais dans ce cas, ça s'applique à la France. Hein. Ça s'applique à toutes les économies du monde aujourd'hui. Pour le reste, lorsque vous arrivez au pouvoir et que vous n'exportez pas en termes de produits manufacturiers, lorsque vous n'exportez pas en termes d'autres types de produits, par exemple, vous prenez la Colombie. Moi, j'y étais en 2009. L'un des moyens qu'a la Colombie aujourd'hui de voir son taux de croissance avancer, parce que la Colombie exproprie des petits paysans indigènes en général, pour que des narcotrafiquants produisent, par exemple, de la palme africaine, pour produire de l'huile de palme, ou alors pour élever du bétail de manière intensive. Ça, c'est l'une des voies de l'économie colombienne, qui consiste à polluer, puisque c'est extrêmement polluant, et en plus, à ne pas respecter les droits indigènes collectifs sur des millions d'hectares de terre. On ne peut pas comme ça simplement dire, mais non, quand Chavez donne l'accès à la santé à l'université, ça relève du communisme ou de l'époque soviétique. Ou du populisme. Ou même du populisme. Ce sont des besoins vitaux qu'ont les peuples. Et je rappelle, il ne peut pas y avoir de développement, même de la manière la plus productiviste qu'on peut le concevoir, sans que le peuple n'ait de qualification. Et ça, c'est dur à entendre. Et hors antenne, nous discutions de Lurel. L'une des raisons pour laquelle Victorin Lurel a eu ces propos, qui ont choqué une grande partie de la classe politique de gauche et de droite. Donc c'était le ministre français qui a représenté la France. Qui représentait la France. Parti socialiste et de droite. C'est parce que ce garçon est d'origine antillaise. Et que je peux vous dire que aux Antilles, on arrive à avoir, qui sont en partie en Caraïbes, on arrive à voir les différences de développement entre les économies latino-américaines qui aujourd'hui sont en partie ouvertes sur des sans tabou on nationalise au Brésil comme en Colombie, comme au Venezuela, excusez-moi, le développement qui avance et d'un côté le sous-développement qui avance sur nos territoires d'outre-mer en France. Donc c'est parler de Chavez, c'est aussi parler de ça. Je pourrais le critiquer puisque je ne suis pas un fan. Je ne suis pas d'accord avec le fait, par exemple, qu'il ait mis en place l'exploitation d'huiles lourdes qui sont polluantes. Mais au bout d'un moment, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait lorsque les États-Unis, par exemple, vous considèrent comme, Bush l'avait dit, dans la hiérarchie des ennemis des USA, il y avait Ben Laden le terrorisme, juste après il y avait Chavez. Rappelons qu'en 2002, il y a eu une tentative de coup d'État. Rappelons qu'en 2004, lorsqu'il y a eu un coup d'État au Honduras, aujourd'hui encore, une grande partie de l'appareil de sécurité américain est tournée pour déstabiliser le Venezuela. On ne peut pas comprendre ça si on n'est pas allé en Amérique latine et qu'on ne voit pas le fait que pour les démocrates comme les républicains, de Clinton à Obama, l'Amérique latine, c'est leur backyard, c'est leur jardin, et eux, ils ne veulent que personne ne vienne faire la loi dans ce jardin-là. Et Chavez, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on l'apprécie ou qu'on n'apprécie pas, et je citerai pour finir Alexandre Adler, qui est un géopoliticien de droite, et qui reconnaît ce que Chavez a apporté dans le rééquilibrage des forces en Amérique du Sud. Alors jusqu'à quel point Chavez peut-il être un modèle, on va dire, exportable dans d'autres pays, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, ou une source d'inspiration en Europe, en France, hein, puisque Jean-Luc Mélenchon le cite régulièrement. On va y venir dans un instant. Tout de suite, retour aux auditeurs. Méziane nous appelle de Paris 18e. Méziane, bonsoir. Oui, bonsoir M. Abdelkrim et bonsoir à vos invités. Alors moi je compare, d'abord je salue la mémoire d'Hugo Chavez, que j'admire. Et je voudrais dire qu'il a combattu, c'est pour ça qu'il ne plaît pas, il a combattu l'ordre mondial qui est américano-sioniste, voire européen aussi. Et je le compare à Jamal Abdel Nasser, c'est le Jamal Abdel Nasser de l'Amérique du Sud. Et je crois qu'il est beaucoup plus facile pour un président de s'accommoder des Américains, alors que lui, il n'avait aucun intérêt à le faire, si ce n'est la sincérité d'avoir une justice dans son pays. Parce que les prédateurs rôdent autour de tous les pays, aussi bien d'Amérique latine que du Moyen-Orient.
tout simplement pour s'accaparer les biens de la planète et mettre les autres sous un nouvel ordre mondial qui est américano-sioniste. Voilà, je vous remercie. Merci Méziane. Alors chacun sa comparaison. Il y en a qui dit que c'était De Gaulle plus Blum. Là Méziane nous a parlé de Nasser, hein, pourquoi pas. Hachmi nous appelle de Saint-Germain-en-Laye dans le 78. Hachmi, bonsoir. Oui, bonsoir Mukrim, bonsoir vos invités. Bon voilà, écoutez, de toute façon, nous pouvons que nous incliner devant la mémoire de Chavez. Pour certains, effectivement, c'est un tyran, pour d'autres, pour nous, pour moi en tout cas, c'était quelqu'un qui s'est retourné davantage vers son peuple que vers l'extérieur. Et à ce moment-là, on lui trouve toutes les maladies du monde. Donc déjà, premier courage, c'est à Gaza, quand il a viré l'ambassadeur d'Israël. C'est un des seuls à l'avoir fait je crois qu'avec les Colombiens, mais disons que même les pays arabes étaient la queue entre les jambes, excusez-moi l'expression, mais en général, si vous voulez, il n'a rien fait de ce tort, mais il a la culture du courage. Il y a le fait qu'il ait nationalisé certaines banques parce qu'elles commencent à spéculer d'une manière éhontée, entre autres. Il y a les terres agricoles, ou la spéculation immobilière, si vous voulez, prenez le pas sur les terres agricoles, où il a mis un coup de frein à cette dérive. Autre chose, bon, je crois qu'entre Mélenchon, bon, lui, les prises de position sur la scène internationale de Chavez, on ne peut plus que être pour ou contre, mais effectivement, moi je suis pour. Donc Chavez, quand il soutient Assad, bon, Mélenchon, il veut le faire taire. Et quand Chavez soutient l'Iranien Ahmadinejad, donc Mélenchon il diffame, donc à fin de compte c'est ça. Donc le problème c'est que quelque part Mélenchon, lui, il n'est pas marié en blanc, c'est un atlanto-sioniste et qui vote systématiquement les lois favorables au grand capital tout en donnant une autre contre-vérité à la télé. Mais je suis désolé, je vous dis, hein, Chavez, il se réclamait de la patrie et non, comme certains, si vous voulez, ont tendance à jeter des anathèmes sur la patrie. Et en plus de ça, c'est que pour moi, Chavez, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, on ne peut pas appeler, à partir du moment où on est avec, on est contre. À partir du moment où vous vous retournez vers votre peuple, à ce moment-là, vous devenez l'ennemi public numéro 1 de certains, si vous voulez, de certains du Congrès américain et autres. En tout cas, continuez ces émissions, en tout cas, c'est super Abdelkrim. Merci Hachmi, merci, on vous dit à très bientôt. Alors, il y a d'autres auditeurs, on va y revenir dans un instant, mais de nouveau parole à mes invités. Alors, Guillaume Bolland m'a demandé la parole, je crois, vous voulez revenir sur un point? Oui, alors, c'est pas du tout sur alors, allez-y, pas de problème. Sur ce que viennent de dire les auditeurs. Moi, je voulais simplement revenir sur la comparaison tout à l'heure qu'a faite Marc Trapez avec l'accès à l'éducation au Chili et en Colombie. Je rappelle simplement que pas plus tard que l'année dernière, il y a eu un énorme mouvement étudiant à Santiago du Chili, que le Chili fait partie des pays les plus inégalitaires, l'un des pays les plus inégalitaires au monde, et que il s'est passé la même chose à Bogota. Pas plus tard que l'année dernière, principalement parce que les frais d'inscription étaient complètement prohibitifs pour les classes les plus défavorisées et que on était dans rien d'autre que la reproduction des élites. Voilà. Ça, c'est pour la Colombie et pour le Chili. Au Venezuela, par ailleurs, il y a un chiffre. Je sais bien que vous n'aimez pas les chiffres, mais enfin, c'est encore un chiffre officiel. Il y a un coefficient qui s'appelle le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, c'est un indicateur des inégalités dans un pays. Il est basé entre 0 et 1. 0 étant l'égalité parfaite et 1 l'inégalité parfaite. Chavez, en 12 ans de présidence, a réussi à faire baisser le coefficient de Gini de 0,48 à 0,38, en faisant ainsi le pays le moins inégalitaire d'Amérique latine. Je voulais simplement rappeler ces quelques chiffres-là. Moi, j'ai rien contre les chiffres, ça ne pose absolument pas de problème. C'est un très bon exemple, le coefficient de Gini, parce que justement, si on le compare précisément, comme je le disais, avec des pays comparables comme la Colombie, le Chili ou l'Uruguay, il a baissé également là-bas. Donc, il a baissé peut-être un petit peu moins, il a baissé peut-être différemment, mais en tout cas, il a baissé, ce qui prouve que c'est une situation générale au continent latino-américain, et que Chavez, en dépit de du formidable boom du prix du pétrole, n'en a pas profité. Ce que je voudrais ajouter, c'est, vous parlez d'inégalité
d'inégalité, j'aimerais bien, comme le disait tout à l'heure l'auditeur, qu'il ait la stature de Nasser, mais je le pense pas du tout, compte tenu de ce que j'ai dit, l'absence de projet économique total. Vous parliez d'inégalité, c'est ce que je voudrais aborder, c'est la faillite de l'égalitarisme, c'est-à-dire que c'est un pays qui fonctionne avec un cercle étroit de nomenclatura, ensuite un cercle large de gens qui bénéficient de subventions, qui ont un emploi, un logement, etc. à la tête du client, en fonction de leur adhésion au régime. Et comme le dit un jeune philosophe latino-américain, c'est une caste politique générant une société de complices. Et je crois qu'il faut rappeler ici que les FARC voisins, qui sont une guérilla marxiste-léniniste, il y a eu des témoignages passionnants sur les FARC qui ont révélé, par exemple, une personne disait, il y a une différence criante entre la caste au sommet des FARC et les membres lambda. Ceux qui sont au sommet se partagent des cigarettes, de l'argent, des sucreries, etc. Évidemment, il n'y a pas de grosses Mercedes comme en Union soviétique, mais c'est les biens locaux, des cigarettes, de l'argent, des sucreries, et les autres n'ont rien. Voilà. Majid Messaouden. Oui, je pense que dans 2 minutes, Marc va nous dire qu'il y a des camps de travail et que les opposants sont tous incarcérés et obligés de travailler dans des conditions telles qu'en Chine ou dans l'ex-Union soviétique. On voit bien que c'est pas sérieux et que vous êtes prêts à tout. Je dis vous, mais y compris tous ceux qui n'arrivent pas à concevoir que Chavez a été un bon président et que, contrairement à beaucoup de présidents dans le monde, il n'a eu qu'une obsession en tête, c'est servir le peuple, avec le peuple. Et ça, effectivement, comme on n'a pas l'habitude, bah forcément, ça bouleverse un peu les schémas habituels. Il faut s'y faire. Dans ces pays-là, qui ont vécu des dictatures terribles, comme en Argentine par exemple, à un moment donné, le peuple a eu envie d'autre chose, et a eu envie de liberté, a eu envie d'emploi, a eu envie... Vous dites on n'a pas l'habitude par rapport au socialisme qu'on connaît en France, c'est ça en gros, la couleur du socialisme en France. En France, ça fait très longtemps que le PS notamment a cessé d'être dans une stratégie de redistribution, a cessé de vouloir changer le monde. Le PS a décidé d'être le parti du renoncement. On le voit bien aujourd'hui, que notamment avec le pacte compétitivité-emploi, où il a décidé de rentrer dans les pas de Sarkozy. On le voit avec l'accord Merkozy, donc il a dit qu'il avait ajouté un volet croissance. En fait, il n'y a aucun volet croissance. Donc le PS a cessé d'être de gauche depuis un bon moment. Il applique des mesures libérales depuis qu'il est au pouvoir au mois de mai. Donc oui, le problème c'est que les mots ont un sens, mais le mot socialisme en France n'a absolument plus aucun sens. C'est que les dirigeants socialistes qui se revendiquent de cette idéologie-là ne sont absolument plus crédibles parce qu'ils sont voués à la social-démocratie depuis très longtemps et qu'aujourd'hui le curseur a tendance à glisser vers la droite et qu'effectivement aujourd'hui à gauche en France il y a effectivement plus grand monde. Et heureusement d'ailleurs que le Front de gauche est là avec notamment des gens comme Europe Écologie pour montrer qu'il y a effectivement d'autres alternatives. Mais je comprends bien moi la gêne de Hollande et du Parti Socialiste avec le bilan de Chavez, il les fait rougir. Le salaire minimum au Venezuela augmente de 4000%. Donc c'est vrai qu'il partait peut-être d'un peu loin, mais on attend autre chose d'un gouvernement de gauche que d'augmentation du SMIC de 1% et que la poursuite du gel des salaires des fonctionnaires. Enfin, je pense qu'on a effectivement un manque d'ambition patent et que je pense que le Parti Socialiste serait bien inspiré d'appliquer autre chose que les recettes du MEDEF. Et Rossana et ensuite retour aux auditeurs. Je voudrais revenir sur les propos de Marc Rapez, qui sont aussi les propos d'une grande partie des médias et des politiques. Le fait de dire que, regardez ce qui se passe ailleurs en Amérique latine, les choses vont tout aussi bien, mais personne ne le conteste. Au contraire, notamment parce que la majeure partie de ces pays adoptent une politique économique qui est différente de celle que nous, Européens et Français, adoptons. Qu'une grande partie de ces pays ont renationalisé l'accès aux ressources minières, l'accès aux ressources fondamentales, notamment au rapport à la terre, qu'une grande partie de ces pays ont aussi une politique keynésienne. Je rappelle qu'au Brésil, Lula a mis en place la Bolsa Família, qui était inspiré de Chavez, c'est-à-dire permettre à des Brésiliens qui n'avaient pas de quoi manger le matin, c'était plutôt café de mania, excusez-moi, d'avoir accès à un petit déjeuner. Puis après, avec Bolsa Família, de pouvoir aller à l'école. Cette même politique de redistribution
tous les pays d'Amérique, la majeure partie, l'ont également appliqué. Le Brésil, vous parlez de rapport de rente, parce que, comme si Chavez était le seul à le faire. Le Brésil, qui est également sur des réserves pétrolières immenses, réagit de la même manière. Lui aussi utilise cet argent pour investir directement dans le développement. Premier objectif de l'administration Lula et l'administration Rousseff, c'est de faire reculer la pauvreté, l'illettrisme. Il n'y a pas de différence sur ce point-là. Je veux enfin, après, revenir sur autre chose. La question c'est, parce que il faut le dire, est-ce qu'on peut l'exporter? C'est ça. On le voit là tout à l'heure, on a eu un auditeur qui nous dit au niveau du monde arabe, si on pouvait avoir seulement un Chavez, est-ce qu'on peut exporter ce modèle? La question d'abord, et c'est en ça, l'idée n'est pas d'être fan de Chavez, ou l'idée n'est pas de détester Chavez. La question est d'analyser est-ce qu'il a ouvert d'autres champs du possible en matière de relations internationales. Nous revenons à ce que nous avons dit, et je suis premier à pouvoir critiquer telle ou telle accointance, mais sur le fond, ils ont créé un front, et quand je dis ils ont, c'est-à-dire Chavez, Lula, Correa, Morales, tous ces gens ont créé un front, et Kirchner aussi, même Kirchner, avec les limites de Kirchner, ont créé un front d'une alternative possible dans les rapports sud-sud. Rappelons que l'Afrique bénéficie énormément du changement d'hommes politiques, hommes politiques en Amérique latine, dans les rapports par rapport à l'Amérique latine, et aussi par exemple, plutôt avec les États-Unis, et aussi au Proche et au Moyen-Orient. Enfin, il y a autre chose que la révolution bolivarienne telle que Chavez l'a proposée qui est intéressante. Il a développé un concept qui est la haine de l'oligarchie. Les gens basiques et lambda vont dire vous vous rendez compte, il déteste les riches. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. C'est que tout d'un coup, le modèle économique de l'ultralibéralisme, des surpuissants, des gens qui sont l'élite de l'élite, ceux qui sont au-dessus de tous les autres, est un modèle qui détruit la démocratie, les démocraties, les gens et la planète. Et qu'on ne peut pas penser aujourd'hui changer les choses si au préalable on ne considère pas que ce que Total fait en France, ce que Exxon fait au Nigeria, en Amérique latine, ou ce que d'autres puissances font également, c'est un modèle qu'il faut détester dans le sens où il faut le refuser. Et une fois qu'on aura refusé ce modèle, qu'on aura accepté qu'il y a bien une alternative, on pourra commencer à construire autre chose. Guillaume Bolland et ensuite Mohamed qui nous appelle de Sevran. Guillaume. Oui, non, mais alors, tout à l'heure on parlait du fait que Chavez n'avait pas réussi à. Allez, on vous écoute. Tout à l'heure on avait parlé on a dit que Chavez n'avait pas réussi avait signé la défaite, la faillite de l'égalitarisme. Ce qui a fait faillite au Venezuela, c'est l'idéologie libérale selon laquelle il fallait plier à tout prix devant les dictats du marché. Je rappelle simplement en 30 secondes, parce qu'il faut contextualiser tout ça, qu'en 1958, le pacte de Punto Fijo avait signé l'alternance entre la COPEI, donc le parti démocrate chrétien, et l'Action Democratica, donc un parti social-démocrate. Leurs actions alternativement ont conduit en 1989 à une récession très très grave du pays qui a fait suite à un plan d'austérité très lourd qu'on a appelé le paquet économique et qui a conduit à une révolte populaire massive. Cette révolte populaire massive, à cette époque-là, c'était pas la dictature, hein, c'était les partis sociaux-démocrates et démocrates chrétiens. C'était Pérez. Sous Pérez, cette révolte populaire a été réprimée dans le sang, puisqu'elle a fait 3000 morts, c'est ce qu'on appelle le Caracazo, et quand Chavez est arrivé en 99, il a aussi mis fin à ça. 19h39, on écoute Mohamed avant la pause. Mohamed qui nous appelle de Sevran. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Abdelkrim, bonsoir à tous les invités. Voilà, moi ce que je voudrais dire en fait, et je voudrais vraiment rendre un hommage vraiment qui me tient à cœur, et parce qu'on a perdu vraiment deux grands hommes en très peu de temps. On a perdu Stéphane Hessel et je remercie Beurre FM vraiment d'avoir consacré l'émission non seulement à Stéphane Hessel mais aujourd'hui aussi à Hugo Chavez. On a perdu deux grands hommes qui ont eu le courage de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Alors c'est vrai, on peut pas être parfait, on peut pas faire plaisir à tout le monde, et ça à tous les niveaux, qu'on soit président de la République, qu'on soit juste ne serait-ce qu'un maire d'une petite ville. Moi ce que je voudrais dire, c'est que effectivement si tout le monde prenait exemple sur Hugo Chavez, notamment dans les pays du Maghreb, les pays africains,
je pense qu'à mon avis, il y aurait beaucoup de choses changeront. Aujourd'hui, quand on regarde, alors c'est vrai, on peut le critiquer, mais qui c'est qui le critique aujourd'hui? Je veux dire que ce soit lui ou Stéphane Hessel, mais les grandes voix qu'on a entendues dans les médias, là, on a donné la parole à qui? À William Goldendael, on a donné la parole à Bernard-Henri Lévy, des gens devant qui, si on se prosterne pas, soit on est un dictateur, soit on est un terroriste. Écoutez, moi ce que je veux dire, c'est que des terroristes des dictateurs comme Hugo Chavez, qu'on fait ce qu'ils ont fait depuis 1999, et quand on voit les centaines de milliers de sympathisants vénézuéliens qui ont assisté à ces obsèques, on compte 32 chefs d'État, je pense que les dictateurs, on se précipiterait pas comme ça à leurs obsèques. Quand on regarde aussi son enterrement, autant pour moi. Quand on regarde aussi la présence critiquée de Mahmoud Ahmadinejad, pour qui j'ai pas une sympathie, mais tout de suite, alors on a fait passer en boucle Ahmadinejad devant Hugo Chavez alors qu'il y avait 32 chefs d'État. Moi ce que j'en retiens de ces deux hommes, c'est qu'ils ont eu le courage de dire tout haut, parce que les autres pensaient tout bas, et qu'en fin de compte ils sont partis aujourd'hui en ayant fait du bien. Ils n'ont rien pris avec eux, contrairement à des gens comme Moubarak, auprès de qui on a retrouvé les 70 milliards de dollars. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si chaque homme d'État, peu importe le pays, mais en tout cas dans cette planète, prenez exemple sur Hugo Chavez, aujourd'hui on serait loin de tout ça. Voilà, très bonne soirée. Merci Mohamed, merci, on vous dit à très bientôt. 19h42, on fait une dernière pause, et après celle-ci, on va parler de l'héritage, que reste-t-il du chavisme, si tant est qu'il existe. 01 53 48 3000, à tout de suite. Le forum débat de Beurre FM, l'information autrement. Le forum débat de Beurre FM, Abdelkrim Ravine. Il nous reste un petit peu moins d'une dizaine de minutes à passer ensemble. On parle de Hugo Chavez, on parle de son bilan et de la trace qu'il va laisser non seulement au Venezuela et dans d'autres pays comparables. Avec nous ce soir, je vous rappelle, Eros Sana, porte-parole de la ZEP, la zone d'écologie populaire, éditorialiste à bastamag.net. Guillaume Bolland, il est membre du bureau du secteur international du parti de gauche. Majid Messaouden, il est conseiller municipal à Saint-Denis, président des observateurs en Palestine. Et Marc Crapez, il est chercheur en sciences politiques et chroniqueur pour la revue Nouvelle de France. On peut prendre encore un ou deux coups de fil, 01 53 48 3000 pour cette dernière partie, cette conclusion. J'aimerais vous entendre, messieurs, sur l'héritage d'Hugo Chavez. Est-ce que le chavisme existe? On le décrit comme un sort de bon mélange, bon mix entre la révolution bolivarienne et ce socialisme du XXIe siècle qui lui était cher. Quelle trace il va laisser non seulement au Venezuela et jusqu'à quel point il peut être un modèle pour d'autres pays comparables, je le disais tout à l'heure, en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique ou dans le monde arabe. Majid Messaouden. Alors le chavisme, on en a parlé, c'est le bilan notamment économique et social de Chavez, mais c'est aussi son bilan à l'international et le fait qu'il ait résisté concrètement à la vision unique et binaire qu'ont voulu lui imposer les États-Unis et l'Europe. Ce qu'il en reste, à mon avis, c'est surtout ce que les Vénézuéliens vont en faire. Je suis inquiet, moi, par rapport au prochain scrutin du 14 avril, parce qu'effectivement, on a déjà des signes qui montrent que tout va être fait comme les fois précédentes pour déstabiliser le PSUV, donc les tenants de la révolution bolivarienne et du chavisme. Donc moi, je souhaite que ces programmes qui ont été mis en place se poursuivent et que davantage de personnes aient accès à l'éducation, davantage de personnes aient accès à l'emploi et davantage de personnes finalement aient accès au bien vivre. Et ce qui m'inquiète, c'est que on a, je l'ai dit tout à l'heure, une coalition qui va vraiment du centre gauche à la droite la plus réactionnaire. Le patronat a envie de faire tomber Chavez, et il est aidé en cela par les États-Unis qui déjà ont des pions sur place pour tenter de faire capoter l'élection de Nicolás Maduro. Donc c'est vrai que leur plus grande crainte, c'est que Chavez puisse inspirer évidemment d'autres pays au-delà de ceux qu'on a cités tout à l'heure, avec l'Uruguay, l'Argentine, la Bolivie notamment. Et il faut effectivement que ce modèle-là irrigue, y compris des pays comme la Colombie et le Mexique, qui sont aujourd'hui aux mains des Américains, qui sont alignés sur les positions atlantistes
des États-Unis et qui, eux, clairement répriment leurs oppositions. Et ça, on le dit pas. On ne dit pas que la Colombie réprime son opposition. Ça ne choque absolument personne. Par contre, quand Chavez fait des élections libres, qu'il est élu démocratiquement, on crie à la dictature. Alors, c'est vrai que il faut un petit peu de mesure, un petit peu de respect pour le bilan économique et social de Chavez, et espérer que la révolution bolivarienne continue et que les Vénézuéliens puissent vivre de mieux en mieux dans ce pays. Marc Rappel, sur la trace, sur l'héritage laissé par Chavez. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui paraissent orphelins d'un modèle et qui pensent que c'est quelque chose de valable. Moi, je pense au contraire que il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de développement durable, c'est assez différent de ce qu'il y a en Colombie où vous avez parlé de la Colombie, vous avez parlé tout à l'heure de Lula, c'est très différent. Il n'y a pas de sécurité juridique, il n'y a pas de libéralisation de l'économie, il n'y a pas d'appel aux investisseurs, d'appel à la créativité, d'appel à la libre entreprise pour créer des richesses dans un pays. C'est simplement un modèle qui est là pour se faire plaisir. L'autocrate s'est fait plaisir, il a fait des rodomontades, il a été dans les médias, il était assez ridicule d'ailleurs, il avait une émission tout le temps dans les médias où il répétait les mêmes choses, où il faisait toute une série de... Bref, je trouve que c'est dommage, que c'est des caractéristiques comme le populisme, le nationalisme, il a joué sur la corde nationaliste, il a joué sur le pan-latino-américanisme, etc. Mais au total, il ne restera pas grand-chose. Guillaume Bolland et ensuite Erosana. Bon alors, je vais pas prendre pièce par pièce ces fiches qui vraisemblablement ont été rédigées par Enrique Capriles ou par un quelconque mentor de la Mesa de Unidad Democrática constituée par les droites vénézuéliennes et les oligarchies locales. Pour moi, clairement, le chavisme, c'est la révolution bolivarienne. Le plan de gouvernement présenté par Chavez est parfaitement tenable. Il faut rappeler aux auditeurs que Chavez n'a jamais versé dans l'angélisme, pas plus que ceux qui ont soutenu jusqu'à présent la révolution bolivarienne, comme le parti de gauche et le Front de gauche. Il n'y a pas de paradis sur terre. La révolution bolivarienne doit encore progresser. C'est un train en marche, de la même façon que sont tous les processus progressistes en Amérique latine. Pour moi, en effet, il y a toujours un risque de déstabilisation. Cependant, la force aujourd'hui qu'a fait naître Chavez, mais pas seulement Chavez, parce que le chavisme c'est bien plus que Chavez, c'est une idée. L'idée basée sur la confiance que le peuple peut faire en ses dirigeants, et cette idée-là est une des armes qui pourra aider à éviter un coup de force tel qu'on en a pu en connaître au Venezuela auparavant. Maduro a toute la légitimité pour ça, il en a l'expérience politique. Je pense qu'il n'y a pas de grands soucis à se faire là-dessus, et en tout cas au Parti gauche, nous le soutenons sans réserve, de façon inconditionnelle. Voilà, on rappelle que c'était le successeur souhaité par Hugo Chavez. Erosana. Chavez n'a jamais parlé de chavisme. Il a toujours mis en avant la révolution bolivarienne. Il a toujours mis en avant des questions qui allaient de le rapport à l'égalité, à la justice, de rapport de classe. J'en reviens là au rapport de classe. Tout à l'heure, Marc Rappel parlait qui se ridiculisait lorsqu'il prenait la parole dans des émissions de télévision. C'était Allo Comandante. C'était Allo Comandante par exemple. Est-ce qu'il se ridiculisait plus que Sarkozy qui faisait du footing à la télévision, qui en 2 mois épousait une ancienne top modèle, ou alors qu'il était justement sur le yacht de Bolloré? Est-ce qu'il se ridiculisait plus? Il disait souvent ceci avant de chanter, parce qu'il chantait parfois lors de manifestations politiques. Il disait, mais si j'étais un bourgeois, les bourgeois n'aiment pas qu'on chante de manière populaire. Est-ce que ça vous gêne? Il demandait souvent à l'audience qu'il écoutait, et il chantait. Et oui, donc je rappelle encore, il y a un rapport de classe, un rapport différent. Il vient de la classe populaire, un peu comme Lula, la classe populaire du Venezuela et d'Amérique latine. Et ce qui a été construit avec Chavez, c'est quelque chose qui a pris du temps. Maduro, la femme de Maduro était l'une des avocates de Chavez quand il était en prison. Lorsqu'ils ont reconstruit le mouvement social, parce que c'était un mouvement social, et pas simplement des affidés qui bénéficient de subsides, ils ont recréé des liens entre paysans, les gens qui viennent des quartiers populaires, les syndicats, pour
pour construire quelque chose. Et aujourd'hui, l'Amérique latine est à un moment charnière. Chavez est parti, Lula n'est plus au pouvoir, Kirchner a des tentations un peu étranges en matière d'ultralibéralisme d'ailleurs et de démocratie, pire que Chavez d'ailleurs, elle veut encore modifier la constitution pour se représenter par exemple. Personne n'en parle beaucoup parce qu'elle est en train d'écouter des voix ultralibérales. Donc l'Amérique latine est dans un moment bien particulier où elle peut basculer d'un côté ou de l'autre parce que les États-Unis, maintenant qu'ils se désengagent d'autres champs d'opération, se réengagent énormément en Amérique latine, en ça Obama et comme Clinton, c'est-à-dire ils ont une politique qui est horrible, mais il y a un peu d'espoir et je finirai par ça. Si le président actuel de Colombie, et je reprends cet exemple qui est pour moi très fort, a accepté la main tendue par Chavez contre l'avis d'Obama et contre l'avis d'Uribe qui était l'ancien président de Colombie, ça prouve à quel point on a compris que l'Amérique latine est aujourd'hui un espace qui se veut un espace d'influence géopolitique important. Et Chavez, il montrait ça. Voilà. On verra ce qu'il en restera après les élections. Voilà, ce sera dans quelques jours. Merci à mes invités, merci à Fabrice à la réalisation, merci aux auditeurs et aux auditrices. Très bonne soirée sur Beurre FM et à demain. Salut. Le forum débat de Beurre FM. L'information autrement.